And now, another episode of Samurai Night Fever. What you want? Hey, Tony. Hey, what you want? You're looking good, kid. Hey, what you want? Oh, they still giving you a hard time here? Hey, what you want? Well, you may not be the only bad boy around here soon. What you do? Hey, Tony, I'm real unhappy, man. I know Mom and Pop, they're proud of me and all, but hey, I gotta live for myself. I gotta do what's right for me. I can't live for them. What's it? I think I'm gonna tell them tomorrow morning. What you do? Hey, Tony, I just don't want to be black no more. What you doing? No, that's not what I'm saying. It's just that, you know, back in the 60s, it seemed like the hip thing to do, you know, being a member of the downtrodden society and all, but hey, people, they just don't care about the cause anymore. And you know who's suffering for it? I am. Plus, I could never get that walk down. Hey. I don't know. I got to think about it. Hey, what you doing? No, I've never been much for dancing. No. I'll go. You may do me some good, huh? But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 13, épisode 18. Cette semaine, émission mémoire, rage de vivre et funérailles. Le cinéma n'est pas encore mort, mais les salles agonisent. Peut-être en 2021 pourra-t-on revivre la vie comme au cinéma. Plan serré, musique d'ambiance, quelquefois on se trompera de séquence. Ni passé simple, ni passé compliqué, on conjugue notre vie à l'imparfait. Sous les projecteurs, manque de chaleur, et c'est tant pis pour les acteurs. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard sur Syllab, donc l'émission de cinéma Quel est mieux que les autres. Et donc c'était une reprise d'une chanson de Alain Delon, comme au cinéma, donc pour annoncer cette nouvelle année qui commence 2021, après donc notre top parade de l'année 2020 il y a 2 semaines avec nos copains du Cinéma est mort. Et ce soir, donc au programme, nous allons parler d'un film diffusé et produit par Netflix, car c'est la grande mode maintenant, ça va être ça de plus en plus. Donc Dick Johnson is Dead, réalisé par Kirsten Johnson, qui est sorti en fin d'année dernière. Et ensuite nous parlerons d'une ressortie en DVD Blu-ray chez Rimini Édition de La vengeance d'un acteur de Kon Ishikawa. Et pour parler de ce jeu, programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous, et une introduction fort à propos. Il y a aussi le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. À la mise en son de cette émission, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Justine n'est pas des nôtres ce soir, car vous savez qu'en ce moment c'est un peu compliqué de faire des émissions à cause de choses qu'on appelle le couvre-feu, un genre de pseudo-confinement. Bref, le gouvernement essaye de nous faire taire et de nous mettre des bâtons dans les roues, mais nous ne lâcherons rien, car la critique de cinéma n'attend pas. Bien d'accord. C'est bien d'accord, hein? Oui. No passaran. Donc voilà, de toute façon, il n'y a pas vraiment de news de cinéma. On a plusieurs choses dont nous parlerons dans les semaines à venir, grâce justement aux éditeurs de Blu-ray et de DVD qui continuent à fournir un travail absolument incroyable, notamment chez Spectrum Film, donc chez Rimini, chez Carlotta, chez Wildside, mais aussi sur divers films qui sont sortis directement en VOD ou en ligne dans les semaines passées et les semaines à venir. En tout cas, il y a plusieurs choses quand même qui sortent, qui vont nous intéresser et qui sont passionnantes à la fois en termes de cinéma et de musique. Car nous aimons bien parler musique, et quand il y a des documentaires sur des musiciens, on aime bien en parler aussi. Donc voilà. Sur des bons musiciens. Sur des bons musiciens, bien sûr. Oui, bon. Je sens que tu trépignes d'impatience de parler du film sur Shane McGowan, absolument. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à annoncer sur le cinéma, sur son devenir. Je pense qu'on a déjà largement parlé de la question lors de notre top parade avec Le cinéma est mort. Donc on va passer
dès à présent à la section critique de cette émission. Et comme on est bien fatigué, une petite pause musicale pour se mettre en jambe avant de parler de mort et de résurrection. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et c'était Green on Red avec Death and Angels et de Mort et d'Ange. Il va en être plus ou moins question dans le nouveau long métrage en tant que réalisatrice de Kirsten Johnson, Dick Johnson is Dead, qui est sorti à la fin de l'année dernière sur Netflix. C'est une prod originale de Netflix. Et Kirsten Johnson, on en avait déjà parlé dans cette émission à l'occasion de son précédent long métrage qui était sorti en 2016 et qui était diffusé en 2018 chez nous, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelait Caméra Person, qui était un documentaire absolument merveilleux, parce que Kirsten Johnson, donc, avant de faire des films comme metteuse en scène, est avant tout une chef opérateur qui a bossé sur les films de Michael Moore, de Laura Poitras, ou tout ce spectre de cinéastes militants et puis engagés. Et elle avait été dans les 30 dernières années sur beaucoup de théâtres des opérations, que ce soit en ex-Yougoslavie, au Rwanda, en Asie du Sud-Est, où elle a vraiment fréquenté la question des vaincus et la question de la mort au plus proche. Et déjà dans Caméra Person, on avait pas un avant-goût, mais peut-être un aperçu de ce que pouvait être son prochain film, donc qui est celui qui nous intéresse ce soir, Dick Johnson is Dead, car sa mère est décédée il y a quelques années de la maladie de Alzheimer, et son père est atteint de la même maladie. C'était un psychiatre assez reconnu, et sauf que il se rend compte que lui aussi commence à être atteint de la même maladie. Et la question de la mémoire traversant toute l'œuvre de Kirsten Johnson, elle va se mettre à l'interroger par le biais de son père et avec son consentement, ou de différentes manières. Elle va essayer de voir comment est-ce que la maladie prend le pas sur sa vie, donc sur sa vie à lui et sur la vie du reste de sa famille, car le père vient habiter avec elle et les enfants de Kirsten Johnson, mais aussi elle va essayer de mettre en scène différentes manières de mourir que son père pourra avoir, qui seraient liées avec sa maladie. Donc un dispositif et un processus qui est assez casse-gueule à mettre en scène, car elle joue avec la mort à venir de son père et la perte de sa mémoire, mais tout en étant pleinement consciente, elle, son père et le reste de sa famille, de tous les enjeux visuels, narratifs et tout simplement personnels qui peuvent se mettre en branle dans ce film-là. Ce qui est un film assez étrange, je trouve, qui est assez difficile à appréhender, à la fois parce qu'on pourrait tomber sur la question du voyeurisme et peut-être sur un truc assez morbide de mettre en scène plusieurs fois de manière différente la mort de son père jusqu'à son enterrement à la fin du film. Et en même temps, je trouve que c'est un film qui est très très beau et qui est vraiment touchant, car il y a donc évidemment les relations entre la fille et son père, mais aussi ça questionne de manière plus large toutes les questions de la perte de la mémoire finalement, et de la question du souvenir, qui, comme je le disais, est la chose qui le travaille le plus. Et là, plus que dans un pur documentaire, on entrerait dans le registre de la non-fiction, justement, car il y a à la fois une approche véritablement documentaire sur, les rencontres avec les médecins, avec les différents docteurs qui vont prendre en charge sa maladie, mais en même temps des scènes fictionnalisées qui interviennent assez ponctuellement dans le film, mais qui sont assez étonnantes et qui peuvent un petit peu déstabiliser. Donc autour de cette table, docteur et Thibaut, vous avez vu le film, qu'est-ce que vous avez pensé? Pas forcément à la lumière des films précédents de Kirsten Johnson, mais même sur cette question-là, on va dire, de la mémoire. Alors, en fait, ce film-là s'inscrit limite dans une trajectoire tout à fait naturelle de la part de la réalisatrice, dans le sens où Caméra Person avait une volonté. Alors, il y avait toujours un spectre de la mort qui survolait le film, mais avait peut-être une volonté un petit peu universelle, de questionnement universel, et de rentrer en fait dans ce questionnement intime avec ce nouveau projet. Finalement, ça paraît tout à fait cohérent dans une trajectoire de réalisateur, ou ici donc de réalisatrice. Après, le film, en effet, est extrêmement curieux. Tu l'as dit, Thomas, on est à deux doigts. Le risque voyeuriste est bel et bien présent. Et pourtant, il se dégage de ce projet-là quelque chose d'assez lumineux. Alors, bien entendu,
Il y a tous les, on va dire, les artefacts du cinéma, on va dire voyeuriste. J'emploie le terme voyeuriste entre guillemets. Bien entendu, le gros plan n'est pas légion, mais il reste quand même utilisé. Les difficultés en fait de son père sont mis à l'image. Hein, on les voit réellement. Et pourtant, cette part de fiction. Donc voilà, ça c'est le côté un petit peu morbide ou qui peut être vraiment questionné en termes de morale. Mais pourtant, il y a quelque chose de lumineux qui se dégage de ce film parce que les fictions, quand elles fictionnalise son documentaire, et on aura l'occasion d'y revenir, elle y va vraiment à fond. Donc un traitement photographique. Et elle montre le processus aussi. Et il montre le processus. En fait, on est dans une espèce de making-of. C'est assez surprenant, mais voilà, on est sur une photographie extrêmement lumineuse, avec une mise en scène extrêmement travaillée, des décors qui changent, un travail sur le costume qui est extrêmement intéressant. Des cascades. Voilà, des trucs assez oniriques finalement. Et du coup, voilà, le grand écart s'opère de manière assez agréable parce que voilà, Kirsten Johnson fait du documentaire depuis 30 ans quasiment, hein. Donc voilà, elle sait en fait filmer, et du coup ce film-là s'inscrit dans une tradition du documentaire. Voilà, on passe du général à l'intime, et en fait on est dans un documentaire familial qui est un espèce de sous-genre du documentaire, hein. Le matériau, le travail sur ce qui va potentiellement devenir une archive familiale pour Johnson elle-même, en fait, fait partie théoriquement de la problématique documentaire. Donc voilà, elle arrive à rendre hommage à la personne la plus proche. Donc son père, elle le dit elle-même en introduction, hein, c'était mon meilleur ami, en plus d'être mon père, c'est mon meilleur ami. Et en même temps, elle arrive à questionner de manière quasi théorique, en fait, certaines problématiques documentaires. Donc le film reste assez vertigineux. Après, se pose la question de l'émotion, dans le sens où, bien entendu, il y a les problématiques, enfin du moins les questionnements, on va dire, dont je parlais tout à l'heure, les questionnements, on va dire, de morale et voyeuriste. Et voilà, et le côté fiction peut-être peut empêcher le spectateur de rentrer dans une pleine émotion que la réalisatrice avait réussi à faire partager dans Caméra Personne. Ouais, mais donc c'est voilà, aussi parce que elle est sur le fil du rasoir à chaque fois. Vu que c'est un truc pour elle qui est évidemment assez traumatique et très intime, le fait de passer par le biais de la fiction, pour elle, c'est peut-être plus facile de pouvoir en parler avec son père, et même pour le père, sans doute, de mieux comprendre ce qui va se passer, ce qui va lui arriver, et comment est-ce que, peu à peu, parce qu'il n'y a pas encore une forme très grave de la maladie, mais de voir comment est-ce que cela peut se passer pour lui. Et au tout début du film, justement, il a un propos quand il parle... c'est quand il parle à sa fille, il fait: c'est super, j'ai toujours voulu être un acteur justement et faire du cinéma. Et là, pour le coup, c'est pour lui arriver à l'âge de 62 ans, je crois, un peu plus que ça. Non, Même. il a 85 ans, 86 ans, enfin à la fin du film. Oui, à la fin, oui, c'est ça. Ouais. Donc il dit oui, j'ai toujours voulu le faire, mais finalement, il s'est lancé dans la psychiatrie, tout ça, et finalement, de prendre ce biais-là, ça lui permet peut-être de mieux accepter, ou c'est de mieux faire comprendre au reste de sa famille ce qui va se passer, alors qu'ils ont déjà eu un exemple dramatique avec la mère une dizaine d'années avant. Après, vas-y Doc. Oui, parce qu'en fait, il y a à mon avis un moment qui est important dans le film, c'est justement les images de la mère, en fait. Et en fait, la réalisatrice dit que c'est les seules images qu'elle a de sa mère, et qu'elle n'a pas d'image de sa mère quand elle était... c'est-à-dire que c'est l'image de sa mère malade, oui, mais qui se souvient plus de son prénom. Enfin voilà, donc c'est des images assez difficiles. C'est un truc important parce que... Mais c'est important parce que tu sens qu'il y a quelque chose à rattraper aussi pour elle, quoi, là-dessus, avec son père. Et parce que la famille Johnson, en fait, ils en parlent, ce sont des adventistes. Donc, on va dire un courant religieux issu du catholicisme qui est quand même assez purement un truc de ricain. Mais donc, elle a grandi sans images, sans aucune télévision et sans jamais aller au cinéma. Elle a vu un seul film quand elle était petite avec son père, c'était Frankenstein Jr. de Mel Brooks, et ça l'avait fasciné. Mais sinon, elle avait aucun accès aux images, et c'est pour ça aussi que du coup, elle se raccroche tellement aux rares images qu'elle a pu filmer de ses parents et surtout de sa mère quand elle était malade, et qu'après, je pense qu'elle en a fait sa profession de témoigner par le biais d'une caméra. C'est pour ça en fait que je disais que le film en fait va devenir archive pour elle-même en fait.
Parce que, c'est un film de famille, de toute façon. Parce que, du coup, comme tu disais, le passage, enfin le régime d'image où on voit sa mère est extrêmement important. Où, en fait, on se rend compte, en fait, du pourquoi de ce film-là. C'est que, en fait, c'est pour la réalisatrice, pour que ce film-là, que nous, on regarde au présent, devienne plus tard archive personnelle. Et puis, il y a le fait que Alzheimer, c'est une espèce de malédiction familiale, quoi. C'est-à-dire que les deux parents l'ont, et puis on parle d'une grand-mère aussi qui est devenue sénile. Enfin, il y a une espèce, voilà, on sent qu'il y a un terreau génétique. Voilà, c'est une espèce de fantôme comme ça qui plane comme ça sur l'ensemble de cette famille. Moi, je sais que j'ai ressenti un peu cette espèce de même difficulté à prendre le film, parce qu'en fait, moi, ce qui m'a quand même vachement surpris, c'est comment elle arrive à, comment en fait elle sait que les gens qui vont regarder son film sont pas les gens qui sont en train de regarder le National Geographic. Elle sait que les gens qui vont regarder son film sont des gens comme nous, sont des cinéphiles qui vont se poser cette question-là du voyeurisme. Et en fait, la manière dont elle les joue, c'est à la fois, moi je trouve ça super intelligent, et en même temps c'est extrêmement frustrant parce que ça nous place, ça nous empêche en fait d'avoir le jugement un petit peu naïf non pas naïf mais typé ou codé en fait, qu'on a tendance à voilà, et ça remet en jeu justement cette histoire de grille de lecture sur la question de ce que c'est que le voyeurisme. Le fait que dès qu'on fait un documentaire, on fait du voyeurisme. De toute façon, le fait qu'en plus elle-même se mette en scène, parce qu'on la voit en train d'enregistrer ses monologues qui seront en voix off. Ouais, mais toujours avec des surprises. Toujours avec des surprises. Enfin, dans un placard, avec son téléphone. Voilà, il y a le plan final. Moi, je trouve, voilà, sans trop dire ce qui se passe, mais le plan final, moi, je trouve que c'est une surprise, voilà, qui est assez drôle. Toute la séquence finale, moi, je trouve, elle joue. Enfin, moi, je sais que je me suis complètement laissé. Et c'est-à-dire que. Et c'est là où je me suis rendu compte. C'est là que je me suis dit, waouh, le pouvoir quand même de la fiction, quoi. Le pouvoir de la fiction au cinéma. C'est-à-dire que je suis en train de regarder un documentaire. Je regarde un documentaire avec quelqu'un qui me dit qu'il va faire de la fiction. Et à la fin, la fiction qui est mise en place, ça devient le réel pour moi. Et c'est plus fort que moi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc de manipulation du spectateur, mais qui est tellement conscient et qui est tellement assumé que du coup, pour moi, ça déjoue complètement l'idée du... C'est-à-dire que je me suis posé la question du voyeurisme, puis à la fin, je me suis dit... C'est un film de Brian De Palma, en fait. Mais c'est un film sur la... C'est un film sur la mémoire, mais c'est un film surtout sur ce que c'est que le cinéma, quand même, pour moi. C'est-à-dire, et comment... Alors, et puis le fait, comment est-ce qu'elle arrive à mêler une réflexion, on va dire, personnelle, esthétique, sur ce que c'est que sur le pouvoir, justement, du rapport entre réel et fiction, et comment est-ce qu'elle utilise ce rapport entre réel et fiction pour, d'une part, pas arrêter le temps, mais suspendre le temps, ou en tout cas figer le temps, mais aussi pour, entretenir la complicité avec son père. Parce que moi, c'est ça aussi qui m'a étonné, c'est que, je veux dire, là aussi, c'est complètement de la manipulation, mais moi, je trouve ça assez génial, c'est-à-dire qu'elle arrive à nous faire partager, moi, très très vite, l'empathie qu'elle a vis-à-vis de son père. C'est-à-dire que c'est un mec qui a l'air très sympathique. Et du coup... Un vieux monsieur très gentil. Exactement. Et comme il a l'air très sympathique, il est très rigolard, il se prête au jeu, je veux dire, de la fausse mort. Enfin, tu vois, il y a une espèce de se faire écraser par un piano. Le mec est psychiatre, donc en plus, Alzheimer, les troubles mentaux, enfin, c'est des choses qu'il connaît. Donc, et tu sens... Et c'est ça le truc, c'est ça qui est vachement bien, moi, je trouve, dans le film, c'est que tu sens l'intelligence de ces deux personnes-là. Et je trouve, enfin, moi j'ai vraiment senti, tu sens des gens qui se posent des questions sur ce que c'est qu'être une famille, sur les rapports parents-enfants, sur la mort, sur l'oubli, et tu te dis waouh, c'est combien, s'il y a des tas de gens, je veux dire, dans le monde, s'ils avaient l'idée d'utiliser le cinéma pour résoudre un certain nombre de leurs problèmes familiaux, je pense qu'on aurait beaucoup moins de Xanax, je veux dire, produits par an, parce que c'est-à-dire, on sait très bien, et le cinéma en a largement parlé, que toutes les familles ça chie. Exactement, quoi. Alors que dans toutes les familles ça chie, mais qu'après ça se résout, c'est toujours dans le fait d'en parler que ça se résout. Et malheureusement, l'actualité nous démontre à quel point le silence dans une famille, je veux dire, ça peut quand même détruire, quand même, de manière gravissime les gens. Et là, je trouve que c'est ça qui, moi, je trouve, fait que le film est lumineux, c'est que c'est des gens qui pourraient se quitter sans s'être tout dit. Et en même temps, alors d'une part, il est mort et pas mort. C'est-à-dire qu'il est comme le chat de Schrödinger, Dick Johnson, il est à la fois mort et pas mort. Et je trouve que voilà, enfin moi je trouve que c'est un super cadeau. C'est un super testament en fait. C'est à la fois un super testament et un super cadeau d'adieu. Je trouve d'arriver à produire une œuvre comme ça. À la fois pour le père et pour les enfants, enfin pour exactement, hyper personnelle, dans laquelle tu rentres si tu as envie, parce que tu n'es pas obligé de te sentir effectivement bienvenu ou invité, c'est pas évident. Mais si tu acceptes cette idée-là, et ça dépend vachement de ton empathie vis-à-vis du personnage, parce que pour moi c'est un personnage, Dick Johnson, t'as vraiment cette
Moi, il y a des moments où j'étais très triste, des moments où j'ai beaucoup ri. Enfin, tu vois, et t'as vraiment ce sentiment de participer à une histoire familiale qui est pas du tout la tienne. Mais vraiment, enfin, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce sentiment-là. J'ai un peu, c'est marrant, moi, parce que là, je suis en train de bosser sur Varda. Et ben, c'est marrant parce que je trouve qu'il y a vraiment un lien entre les deux. C'est-à-dire que tous les documentaires de Varda sur sa relation avec Jacques Demy et qui courent aussi également le même risque du voyeurisme ou du narcissisme. Et pour moi, on est un peu dans la même tradition quand même documentaire de ce mélange de fiction. De fiction, de réel, de souvenirs personnels, de choses très très intimes et en même temps de choses complètement universelles. Enfin, pour moi, je ne sais pas si elle est influencée par Varda, mais c'est marrant parce que c'est comme quoi de travailler de voir des choses en même temps. En fait, parfois on trouve des liens. Des ponts, ouais. Voilà, moi ça m'a vraiment rappelé les glaneurs et la glaneuse et puis même la manière, par exemple, dont Varda, dans la dernière partie de sa vie, se représente en train de vieillir et de mourir. Et le rapport à la mort, enfin, je veux dire, qui est quand même assez présent dans les derniers documentaires de Varda et et je trouve pour moi, il y a vraiment il y a un lien, enfin, ça appartient à une même école documentaire, justement. On pose la question de la fiction et de ce que peut la fiction par rapport au réel. Quoi. Effectivement, non, vas-y, juste parce qu'effectivement, sur la question de la fiction, ce sont des très petites séquences qui interviennent assez ponctuellement dans le film, mais qui marchent directement. Je sais pas, en plus, je trouve qu'elle a un sens de la fiction, un sens de la mise en scène pour ce genre de choses qui fonctionne immédiatement. Et qui parfois deviennent. C'est-à-dire que parfois, les scènes de fiction, mais il y a des fois, on ne se rend pas compte tout de suite que c'est des scènes de fiction. C'est aussi parce qu'elle y va à fond dans ces scènes de fiction, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et en fait, ce qui est intéressant d'un point de vue hyper théorique, c'est que le film, bien entendu, comme tu disais, je suis d'accord avec toi, est un magnifique cadeau intime. Et en même temps, il propose des questionnements théoriques sur le documentaire et donc le cinéma qui sont assez vertigineux, dans le sens où en fait, elle met en lumière à 2000% cette espèce de vieux serpent de mer sur comme quoi le documentaire, ça serait le cinéma ça serait une captation du réel. Le réel n'existe pas au cinéma, c'est toujours une représentation du réel, hein, bien entendu. C'est toujours un point de vue. C'est ceci ne pas une pipe. Hein, on est Calme-toi, Clément Rosset. On est dans la même logique. Et voilà, il faut juste rappeler que le premier film du cinéma, c'est La sortie des Lumières, donc c'est le premier documentaire de l'histoire du cinéma. Et il y a plusieurs vues de lumière sur ces sorties d'usine, et ce sont des sorties qui ont été travaillées, mises en scène. bien entendu, qui ont été mises en scène, même dans le documentaire ethnographique où on pourrait croire qu'on va planter une caméra et qu'on va réussir à capter un petit peu l'exotisme. On va dire, c'était comme ça que c'était vu dans le cinéma des premiers temps. Et même là, il y avait bien entendu une représentation avec des acteurs qui jouaient ou qui surjouaient un petit peu leurs conditions. Ça se voit dès 1896. Il me semble que de mémoire, c'est Danse mexicaine, il me semble, le premier documentaire ethnographique de Gabriel Vert. Et on est toujours dans cette même logique. Et en fait, c'est ce qu'on avait reproché à Flaherty avec Nanook, mais en fait, elle s'inscrit dans cette grande tradition un petit peu de la fictionnalisation du documentaire. Et cette problématique-là n'a jamais quitté le documentaire. Donc en fait, c'est comme si elle était hyper sincère. Elle ne veut pas se cacher derrière ce vieux serpent de mer théorique. Non, elle y va à 2000% et elle nous dit, mais oui, le documentaire, bien entendu, qui est une part de mais comme elle cache pas de travail, elle ne cache rien. Elle cache pas sa relation. Elle cache pas sa relation. Mais c'est ça le truc, c'est que c'est vertigineux. Il y a une forme d'impudeur. Dans le sens, dans la manière où ça peut. Alors c'est une famille de soul pleureurs, hein, cette famille-là. Ils pleurent beaucoup tous. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions, mais qui est tout à fait sincère. Hein, je veux dire, enfin, c'est encore une sincère. Le mot sincère n'est pas forcément le bon mot parce que ça filme. Mais qui est compréhensible. Mais qui est. Alors que chez les Bretons, tu vois, on pleure moins. Voilà, c'est plus dans les non-dits. Voilà. Et là, c'est les Américains. Et voilà, c'est vrai que voilà, il y a et c'est vrai que si on est dans une mentalité justement un peu qu'on est dérangé par justement nordique, qu'on est dérangé par l'expression des sentiments, le film peut rebuter un petit peu de ce point de vue-là. Moi, ça m'a pas trop dérangé, mais je peux comprendre qu'on soit un peu rebuté par le. Parce que c'est ça qu'on peut juger justement. On pourra juger de ça larmoyant ou lacrymal. On peut juger la morale en fait. On peut pas juger la dimension. Et en même temps, c'est tellement personnel que. Pour moi, encore une fois, ça déjoue complètement la notion même de jugement. C'est-à-dire qui je suis pour décider que ces gens-là réagissent bien ou mal à ce qui est en train de leur arriver. L'intime est tellement puissant, la démarche théorique est tellement puissante, est tellement mise en avant, est tellement mise... Et elle est faite de manière... sans cynisme, en fait. Voilà, elle est faite sans cynisme. Ouais. Donc, du coup, elle prend le dessus sur la question morale et sur la question du voyeurisme, ce dont on parlait au début. Donc, voilà, après, le film reste quand même... extrêmement curieux et peu décontenancé. En effet, on peut ne pas être invité, comme tu disais tout à l'heure, dans cette réunion familiale. Mais il me semble que le travail en fait de Kirsten Johnson est trop précieux
pour se laisser aller, pour se laisser aller à cette question de morale. En fait, elle dit trop de choses sur qu'est-ce que le cinéma, qu'est-ce que le documentaire, qu'est-ce que le cinéma. Elle dit trop de choses sur qu'est-ce qu'une famille, qu'est-ce qu'une mémoire, qu'est-ce qu'une archive de cinéma, qu'est-ce qu'une archive personnelle qui va devenir archive de cinéma. Enfin, je veux dire, on peut se toucher les fils pendant des heures et des heures sur ce film-là, qui est pourtant un objet de 1h35. Mais comme Caméra Personne, hein, qui était un Voilà. film qui avait l'air super simple comme ça, puis qui en fait disait plein de choses. C'est exceptionnel, ça. Et ouais, c'est vrai qu'à mon avis, enfin, je veux dire. Oui, Caméra Personne en plus, qui était un film composé uniquement de rush, de chute, quoi. De chute, de non montage. utilisé. Donc en fait, c'était vraiment toutes les choses qui avaient été mises à côté par les metteurs en scène des différents films et qu'elle avait récupéré pour les retravailler, pour les remettre en scène. Une fois de plus, du coup, c'était que des bandes d'archives ou bien des bandes d'images qui avaient été mis de côté et qui étaient a priori vouées à être oubliées. À la poubelle. Et donc, comme on sait que de toute façon, la question de l'archivage du cinéma de manière générale, c'est une question qui taraude tous les historiens depuis un siècle, de savoir sous quelle manière est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on les montre et qu'est-ce qu'on montre surtout. Et donc oui, de toute façon, comme tu dis, c'est un serpent de mer dont on n'a pas fini de mordre la queue. Question qui se posera à mon avis de manière gravissime quand on va commencer à archiver YouTube et qu'on va commencer à décider qu'est-ce qu'on garde. Moi, j'ai fini YouTube 2 fois, il y a quand même plein de trucs à regarder. Hein. C'est qu'est-ce qu'on garde, quoi. Ouais. Sachant que YouTube est lui-même un diffuseur d'archives. Ouais. YouTube et Dailymotion et d'autres sont quand même des diffuseurs d'archives. Des banques d'archives. Il y a des trucs d'archives. que moi j'aurais jamais vu de ma vie si quelqu'un l'avait pas uploadé quelque part sur Internet. Hein. Donc l'archivage a aussi été rendu beaucoup plus accessible par le net, quoi. Mais après, voilà, comme tu disais tout à l'heure, Thomas, ce qui est rigolo, c'est qu'on a parlé un peu les gros mots théoriques, la trajectoire intime, et en fait, la représentation de la mère, donc, qui est un clé, mais comme tu disais tout à l'heure, la phrase du père, j'ai toujours voulu être un acteur, c'est absolument vertigineux, et en fait, on se rend compte peut-être il me semble que à ce rythme-là, je pense que ce monsieur, il ne faut pas spoiler non plus trop la fin, mais il me semble que le cadeau, il me semble que tout le monde est content en fait au final. Justement, pour moi, c'est pas du tout un film malsain. Hein. C'est un film qui est très sain. Parce qu'il y a. C'est un feel-good movie. Mais oui, on va arriver sur du feel good. Mais parce que l'affection entre ces deux personnes, elle est déjà réelle au départ. C'est-à-dire qu'elle aurait jamais fait un film sur son père si elle avait été fâchée avec, tu vois. Et ça, plus l'histoire de la mère, plus le rapport qu'elle a avec ses enfants, elle est dans une situation où si le père était déjà décédé, ou trop malade pour être conscient de ce qu'il faisait. Tu vois, elle a conscience elle sait ce que c'est qu'Alzheimer puisqu'elle a accompagné sa mère, donc elle voit la chose se répéter chez son. Enfin, on comprend bien. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles elle fait ça, finalement, sont, moi je trouve, assez évidentes à l'intérieur du film et elles sont assez. Tu vois, elles sont assez indiscutables, quoi. Je veux dire, parce que là, moi, je sais que tu peux que être empathique avec elle, de dire, bah oui, mais moi aussi, si mon père ou un ami ou un chien, enfin, je veux dire, se retrouver diminué, que la seule chose que je puisse faire pour lui, c'est de le filmer et de contribuer à le mettre en fiction pour qu'il laisse une image de lui, qui est l'image que lui souhaite. Parce que c'est ça aussi, c'est un truc qui se fait à deux. Hein. C'est pas elle qui force son père, quoi. C'est lui qui est d'accord. Ah non, c'est une discussion. Hein, et c'est un jeu. Son père qui pousse un peu. Ouais, et c'est un jeu parce qu'il faut pas oublier que la première scène du film, c'est elle et son père qui jouent avec les enfants. Et c'est la première scène du film. La première scène qu'on voit, c'est eux en train de jouer et de chanter. Voilà. Donc, à mon avis, tout était là-dedans, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a quelque chose de bizarrement ludique. Voilà, c'est ça. Je peux pas dire autrement. D'étrangement ludique. C'est pas marrant comme film. C'est pas un film sur des sujets marrants. Et c'est pas un film déprimant non plus. Voilà. C'est un film où justement il y a cette dimension ludique qui fait qu'à chaque fois qu'on croit qu'on va tomber dans le pathos, et je retiendrai juste, sans en dire plus, mais il y a un morceau qui est joué à un moment dans la dernière partie du film avec un corps de chasse, enfin avec une espèce de cornet de chasse. C'est franchement, moi j'ai éclaté de rire. Je trouve que c'est un super gag de film. Voilà, je peux pas en dire. Et un gag qui est d'autant meilleur qu'il y a une réelle émotion dans cette scène-là et que les gens y jouent plus. Et là aussi, c'est bluffant, c'est que la scène finale, sans dire ce qui se passe, mais dans la scène finale, c'est à la fois faux et vrai. Et le faux et le vrai sont complètement. Moi, je suis incapable de te dire qui joue et qui joue plus. C'est assez vertigineux. Et moi, je me suis laissé complètement emporté par cette fiction, et malgré moi, tout en faisant ouais, j'ai vu des documentaires, je sais bien ce que je. Ça va, je suis pas né de la dernière pluie, je suis pas né de la dernière pluie, tu parles. Mais en fait, cette dernière séquence, en fait, et pour conclure, en fait, elle additionne plein d'éléments. Et cette dernière finale, où en fait, comme tu disais, les frontières sont totalement brouillées, notre esprit est totalement brouillé, on ne sait plus trop où on est. En fait,
c'est la résultante de toute cette équation à plusieurs inconnus, ou plutôt connus, vu qu'elle maîtrise très très bien son sujet. Et en fait, la résultante est là, dans cette espèce de brouillard à moitié triste, mais en même temps limite trop humain, en fait, j'ai envie de dire, mais en tout cas très très humain. Et c'est ça qui fait en fait la force du film, c'est que au final, il y a qu'une seule chose qui ressort, en fait, c'est un petit peu la grandeur de l'humanité, de manière générale, dans d'autres films-là. Et ici, c'est cette grandeur de l'humanité, on va dire intime, j'ai envie de dire ça comme ça. Quand ça se passe bien, ça peut se passer très bien. Voilà. Très bien, merci messieurs, on va s'arrêter là. Donc c'était le film de Kirsten Johnson disponible sur Netflix, Dick Johnson is Dead, que vous aurez compris, nous vous recommandons chaudement pour ces belles soirées d'hiver. On va passer à toute autre chose, mais on va quand même rester sur la question de l'acteur, mais on va partir dans la péninsule extrême asiatique. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et c'était Big in Japan avec la chanson Big in Japan, car de films sur les gens qui... Big in Japan, c'est Alphaville. Non, mais c'est pas la même. Ça a été repris par eux justement parce que le chanteur de Big in Japan était après devenu le chanteur de Alphaville. Eh oui. Magnifique. Et donc, apprends-nous des choses, Maître Thomas. Nous sommes là pour ça aussi ce soir. T'en fais tout, Antoine Decaune et Antoine Debec réunis. Sortez de ce corps tous les deux. Putain de Decaune de Bec. Et donc, de quelque chose de gros au Japon, il en est question dans La vengeance d'un acteur de Konishikawa. On précise, c'est pas un Godzilla dont on va vous parler. Voilà. Non. C'est un peu moins spectaculaire en termes de destruction. Donc, film de Konishikawa de 1963, ressorti à la fin de l'année dernière chez Rimini, donc dans une belle édition avec du bonus dedans, dans une très belle copie d'ailleurs. Et donc, ce film de Konishikawa est un remake d'un film aussi japonais de 1935 de Teinosuke Kinugasa. Voilà, j'ai bien la prononciation. Et donc, c'est je crois, je me demande si c'est pas le réalisateur de La Porte de l'Enfer, qui est un des premiers films à avoir été diffusé en festival après la Seconde Guerre mondiale. Je suis pas sûr de moi. Apprends-nous les choses. J'ai pas fact-checké, mais il me semble que c'est ce réal-là, qui a été le maître de Keiji Mizumi. Et ben justement, à propos de Mizumi, donc le film est une production de la Dai, qui était un des grands studios pour qui Mizumi a bossé, ainsi que Kurosawa. Et Konishikawa, donc c'est un réalisateur à la carrière très prolifique, puisque sa carrière s'étend quand même sur 8 décennies, ce qui est quand même pas. Les réels japonais, ils sont méga chiants, parce qu'ils vivent jusqu'à 100 ans. Et ils commencent à 20 ans, ils tournent, même parce qu'il a tourné jusqu'au milieu des années 2000. Ishikawa, plutôt pour la téloche, il me semble, dans la dernière partie. Oui, mais quand même, faut le faire, quoi. Et donc, comme je disais, c'est une prod de la Dai et qui à l'époque était au top de sa gloire. Et Konishikawa, qui donc lui n'était pas sous contrat avec une seule compagnie, ce qui était assez rare à l'époque, puisqu'il avait quand même beaucoup de succès à son actif. Et donc là, la Dai décide de mettre un petit peu un frein à ses ambitions en le prenant sous contrat justement pour faire ce film-là et lui confier donc le remake d'un vieux mélodrame un petit peu décrépit, qui en tout cas n'était pas trop considéré par le studio producteur. Et sauf que le petit Ishikawa va s'en emparer et faire sa chose. Et donc, de quoi que ça cause, eh bien, ça parle d'un comédien de kabuki. Et dans le kabuki, donc, ce ne sont que des hommes qui jouent tous les personnages, y compris les personnages féminins. Et lors d'une représentation, cet acteur, interprété par Kazuo Hasegawa, voit dans le public un seigneur accompagné de ses deux fils, et qui en fait sont les gens qui ont massacré sa famille. Et donc lui, n'écoudant que sa rage et son désir de vengeance, va décider d'aller leur pugner la gueule et de venger ainsi sa famille, tout en mettant quand même un peu de bazar tout autour de lui, un peu partout où il passe. Et donc c'est un film qui a une trame dramatique assez classique, assez rebattue, donc une histoire de vengeance, sauf que là, son originalité tient non seulement évidemment à la mise en scène d'Ishikawa, mais aussi à sa mise en espace, puisque donc le personnage principal est un acteur de kabuki, et durant tout le film, il va jouer à la fois avec l'espace du théâtre kabuki, qui est donc une scène de théâtre qui prend toute la salle de spectacle avec différentes passerelles qui traversent le public, avec différents panneaux qui bougent, qui se cachent, qui se reforment, et
Et donc le réalisateur va aussi jouer avec ça pour faire, on va dire, une genre de mise en scène qui serait théâtrale à la japonaise, mais pas totalement non plus. Mais il y a beaucoup de plans très larges, de plans très longs et qui sont dans une photo absolument magnifique, qui reprennent justement un petit peu des mises en scène du kabuki, ou en tout cas l'idée qu'on pourrait avoir de la mise en scène, dans la mise en scène du kabuki, y compris via des fonds peints qui pourraient ressembler à des estampes ou bien ce genre de choses, avec donc un côté graphique extrêmement présent et quand même un film d'une beauté absolument magnifique. On en parlait un petit peu avant l'émission avec Caroline. Le film n'est pas en scope, mais ressemble à un cinémascope, justement parce qu'il joue avec ces différents espaces du kabuki. Alors c'est vrai que c'est vrai que La Vengeance d'un acteur, pour moi déjà c'est un film de contamination. De contamination qui est double en fait, parce qu'il y a une contamination, on va dire, qui est interne à l'intrigue, qui est le fait que le métier d'acteur du personnage principal va devenir l'instrument de sa vengeance. C'est-à-dire qu'il va devoir jouer la duplicité, notamment faire semblant d'être amoureux d'une femme pour attirer de la fille du patron, de la fille du méchant, quoi, pour essayer de se rapprocher de l'objet de sa vengeance. Et puis il y a cette contamination effectivement esthétique du théâtre kabuki à l'ensemble de la fiction, c'est-à-dire que la mise en place en fait, la scénographie du théâtre japonais permet sort de la salle de théâtre en fait très rapidement. C'est-à-dire que ça commence par une représentation, ça se termine par une représentation, et en fait assez rapidement on se rend compte que l'espace de la fiction, l'espace qui est censé être l'espace réel, est aussi un espace de théâtre. Est un espace de représentation pour les personnages, une représentation, on va dire, littérale avec donc ce métier d'acteur, puis représentation sociale à travers la richesse, et justement la duplicité dont font preuve eux aussi les personnages de méchants, qui sont des personnages qui sont considérés comme honorables par tout le monde, mais qui ont gagné leur honorabilité par le meurtre, par l'humiliation, par le crime. Donc il y a vraiment cette double contamination, et effectivement, enfin, le film c'est une grosse mise en abîme sur le rapport entre théâtre et cinéma, quoi. Oui, à dire justement, il reprend, on va dire, l'espace traditionnel de la scène théâtrale, tout en tirant le fil de l'histoire du cinéma japonais, et sur cette question de contamination, justement, il va jouer sur la juxtaposition entre la question du fantasme et la question de la réalité. Donc dans les scènes de kabuki, où finalement, dans certaines scènes, on ne sait plus trop si on regarde une scène de théâtre ou si alors c'est les véritables actions du personnage dans l'histoire qui va aller s'infiltrer chez le seigneur ou bien ce genre de choses, quoi. C'est un truc assez étonnant où finalement on est un petit peu désarçonné, pas sur la mise en scène, mais sur les choses que l'on voit justement. D'autant plus qu'il y a alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a les personnages eux-mêmes sont des personnages de théâtre. C'est-à-dire qu'il y a des tas de personnages secondaires, notamment des personnages de brigands, qui apportent une espèce de côté un peu picaresque à l'intrigue. Et l'acteur principal, d'ailleurs, joue deux rôles. Hein. Il joue l'acteur, et puis il joue une espèce de brigand un peu généreux. Alors qu'il commente. Alors ça, c'est assez marrant. C'est des dispositifs théâtraux, c'est-à-dire qu'il y a des dispositifs de coryphée, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui arrivent parfois dans les scènes et puis qui regardent une autre scène et qui commentent ce qui est en train de se passer en disant tiens, je me demande ce qui va se passer ensuite. J'espère qu'il va arriver à ses fins, etc. On pense que c'est une voix off. En fait, c'est juste des commentaires des spectateurs. Voilà. Et en fait il y a une espèce de mise en abîme perpétuelle comme ça du procédé théâtral, en fait. Mais et alors c'est ça qui est intéressant, c'est que pourtant c'est pas un film, c'est un film très cinématographique, avec donc l'utilisation notamment donc de ces tout un travail sur l'horizontalité, notamment dans la première partie du film, avec des très très beaux plans qui jouent comme ça justement avec l'écran panoramique, et puis avec cette espèce de figure du travesti, en fait, hein, de l'acteur travesti, puisque même lorsqu'il n'a pas son maquillage, ses attitudes sont des attitudes très féminines. C'est un personnage qui est traité de manière très efféminée, qui est très codé aussi, hein, et qui donc du coup c'est très intéressant parce que là il y a tout un homoérotisme sous-jacent qui est assez typique du cinéma japonais, des cinémas d'Asie d'une manière générale. Et puis il y a ça, et puis il y a des vraies inventions qui sont pas simplement scénographiques. Il y a des vraies inventions de montage, par exemple, avec des moments de montage ou sur des faites uniquement avec des gros plans sur des pieds, sur des mains et tout, qui moi je trouve qui annonce un petit peu ce qu'on va trouver à la Shaw Brothers, en fait, dans les années 60, cette espèce de manière, en fait, de découper le corps pendant les scènes d'action, de se concentrer en fait sur des morceaux de corps, parce que on peut pas forcément tout montrer en un seul plan.
parce que les acteurs sont pas forcément des cascadeurs, donc on va montrer ça, on va montrer un pied qui grimpe sur une amorce, une amorce, voilà, des mouvements d'étoffe, des choses comme ça, et c'est marrant parce que moi je pense, j'ai l'impression que ce film-là a quand même dû influencer un petit peu le traitement des arts martiaux, au moins au Japon, mais peut-être aussi à Hong Kong, quoi. Faudrait vérifier comment est-ce qu'il a été diffusé là-bas, quoi. Voilà. Et en plus aussi sur cette question, on va dire, de la narration, donc il y a des scènes qui sont supposées nous montrer justement les actions du Seigneur, comment est-ce qu'il a tué la famille, tout ça. Mais dans la même tradition du théâtre kabuki, ça ne sera pas des scènes en flashback, mais des scènes en ombre chinoise. Ce qui est un truc assez étonnant aussi, mais qui participe au caractère fortement graphique du film, c'est qu'on n'aura pas une narration qui sera éclatée, mais ces ombres chinoises vont venir s'incorporer assez naturellement dans le restant de la narration du film. Ce qui est un truc que moi j'ai rarement vu, je crois, au cinéma. Après, j'ai pas non plus une connaissance du cinéma japonais de l'époque énorme, et encore moins sur le théâtre kabuki, parce que j'ai pas vu ça depuis largement plus de 10 ans. Ouais. Mais pour moi, c'est un film qui est assez typique du début des années 60, c'est-à-dire la manière d'utiliser la couleur, l'écran panoramique, parce que si tu regardes certains, là, moi je te disais ça tout à l'heure, ça m'a fait un peu penser à Koidan de Kobayashi, avec les toiles peintes, voilà, enfin ce côté justement très scénographié, c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de choses et qui ensuite va être digéré et régurgité, on va dire, dans une version moderne par justement des mecs comme Hideo Gosha ou comme Mizumi, quoi, qui vont reprendre ça, mais qui vont réactualiser un petit peu cette idée de scénographie, quoi, dans les baby carts ou dans les qui le réactualise aussi, de toute façon, évidemment, au goût du jour, avec des choses qui seront beaucoup plus graphiques, beaucoup plus violentes, plus BD, quoi, plus BD, plus western spaghetti, parce que là on sent qu'il n'y a pas encore cette influence européenne, voilà, du western européen qui va devenir beaucoup plus présente à partir à la fin des années 60, dans la deuxième moitié des années 60. Et là, on ressent pas encore ça. Là, on est encore dans. Il n'y a pas ce côté bis en fait qu'on aura dans les baby carts. On est encore dans le film de prestige, quoi. On est encore dans le film de prestige, mais on sent déjà ce côté maniériste, quoi. On sent déjà cette espèce de tendance au maniérisme qui va vraiment caractériser le cinéma, on va dire populaire japonais. C'est-à-dire qu'il y a l'école, on va dire classique, Kurosawa, Mizoguchi, Ozu. Et puis il y a cette école justement beaucoup plus Kobayashi, beaucoup plus déjà plus graphique et plus maniériste, et qui va s'accélérer. Et la Dai, c'est vrai, a beaucoup participé à cette tendance-là justement du film assez pop, parce que c'est assez pop, moi je trouve. C'est très coloré. Il y a des gros éclats de sang, des grandes estampes en fond. Ils sont assez marquantes, et effectivement tu sens que dans le cinéma japonais à cette époque-là, donc tu auras deux écoles, on va dire, sur j'aime pas dire un cinéma d'auteur, mais qui serait des choses peut-être plus familiales, peut-être un peu plus feutrées parfois, même si ça peut faire dans la grandiloquence comme chez Mizoguchi. Et tu as un cinéma de studio où là, clairement, tu vois qu'ils allongent à balles de thunes pour faire des grands décors, pour essayer de faire des grandes sagas, mais tout en gardant en même temps un côté assez austère, assez sérieux, parce que disons que la gaudriole, c'est pas tellement leur... Et c'est pas trop l'ambiance. Que dans le cinéma japonais classique, la gaudriole, c'est pas trop leur truc, quoi. Ça vient un peu plus tard, justement, quand ils font des choses un peu plus cartoon, un peu plus western, un peu plus BD, ou que ce soit, on va dire, dans leur production de films d'époque, ou après dans leur polar avec les films de Suzuki, ou bien des trucs comme ça, qui seront aussi très graphiques, qui sont très beaux, mais qui seront beaucoup plus morveux et beaucoup plus violents, mais ce qui est aussi lié avec le contexte révolutionnaire de la fin des années 60 au Japon, quoi. À partir du moment où l'armée rouge japonaise commence à sévir, on va dire, ça va influencer tout un mouvement du cinéma dont on a déjà parlé, mais pour moi, La Vengeance d'un acteur, c'est vraiment un film d'entre-deux, c'est-à-dire qu'on sent bien que Ishikawa, qui est pas un jeune réalisateur, mais qui est quelqu'un qui a une formation classique, et on sent bien qu'il a cette formation classique, et en même temps, on sent tout son intérêt pour la modernité cinématographique. Il ne faut pas oublier qu'Oshima, c'est quelques années auparavant. Et on sent bien que, tout en s'inscrivant dans le film d'époque, le film en costume, dans le montage, dans l'utilisation de la musique, où il y a des espèces de musique jazz, qui est une musique complètement anachronique par rapport au truc, où c'est pas du tout des instruments traditionnels. Du free jazz sur des scènes voilà. de combat, il y a plein, kabuki. Exactement, il y a plein ou des scènes il y a un thème d'amour hyper hollywoodien, dans les scènes avec la fille du trompette, violon, avec la fille du méchant. Enfin voilà, la musique est assez surprenante. Enfin voilà, il y a plein de c'est à la fois très classique et très moderne. C'est assez marrant. C'est vraiment un film d'entre-deux pour moi, ça.
Voilà, on peut s'arrêter là. Donc, c'était le film de Kun Ishikawa, La vengeance d'un acteur, donc de 1963, ressorti chez Rimini Éditions. On va passer au coup de cœur. Thibaut, on a un peu de temps. Alors, moi, les coups de cœur, ça va être Les Vampires, le serial réalisé par Louis Feuillade, qui était disponible en fait sur la plateforme VOD de la Cinémathèque française. Je sais pas si Henri, je crois que c'est encore, c'est encore disponible. Ouais. Il me semble qu'il y a 2 semaines, c'était encore... En plus, ils ont remis en ligne des belles versions restaurées. Donc... Oui, voilà. Il me semble qu'il y a 2 semaines, c'était encore le cas. Alors, c'est un serial que je n'avais pas vu jusqu'à présent. Je n'avais pas vu dans son intégralité. Donc, j'étais très content d'avoir pris le temps un petit peu de regarder ce qui se faisait en fait en 1914-1915 par chez Louis Feuillade. Et c'est un film. Ce serial est très intéressant dans le sens où en fait, en gros, c'est matriciel quand même. C'est ultra culte, hein, on va dire ça comme ça. Ce qui est très intéressant, c'est bien entendu la vision de la société qui est propre à Louis Feuillade, ou plutôt de cette double société en fait, où en fait il y a des strates. Il représente en fait des strates d'un monde qui, tu sens qui est imprégné de la guerre ou de la mort, parce qu'il faut bien regarder en fait les vampires. Pour bien cerner les vampires, il faut regarder le serial d'avant, donc qui est la série un petit peu des Fantomas, que j'ai pris le temps de regarder également. Et Fantomas, c'est un serial, alors bien entendu avec différentes sociétés, hein, une société on va dire claire et puis une société un petit peu plus sombre, mais avec des visions urbaines, on va dire, qui sont pleines de vie. Et on sent que dans les vampires, en fait, cette vie a totalement disparu. Et en fait, c'est dans ces plans larges, dans ces plans extérieurs, que les vampires se fait intéressant, et d'un point de vue vraiment dans l'histoire du cinéma, et même d'un point de vue analytique sur la question de la représentation de l'urbanité, parce que voilà, on n'est plus dans ces grandes avenues remplies de monde qui était propre à Fantomas. Ici, on est dans les banlieues, pas dans des décharges, mais dans des endroits un petit peu désaffectés. Et il filme un petit peu dans les bidonvilles, les gens de... Et c'est le vide en fait qui est intéressant. Et en fait, il faut mettre ça bien entendu à l'orée du contexte historique dramatique. Et puis il y a Musidora en collant moulant. Ouais. Voilà. Donc il faut mettre ça à l'orée, bien entendu. La très jolie Musidora, c'était une très jolie femme, Musidora. Du contexte, on va dire, de l'époque. Mais voilà. Donc les vampires de Feuillade. Je conseille de regarder Fantomas avant en fait pour faire bien le parallèle. Alors bien entendu, il faut un petit peu de temps. Voilà, les Fantomas, il y en a 5. Et ensuite, vous pouvez enchaîner avec tous les Mabuse muets de Fristan qui sont vraiment dans la continuité. Parce que les vampires, ça fait 7 heures fun. Et des brouettes. Le Fantomas, il me semble, il y a 5 films qui font 1h, 1h20. Donc voilà, il faut prendre un petit peu le temps. Mais vu qu'on est confiné et qu'on n'a plus le droit de voir personne à partir des 18h, c'est l'occasion. On peut également prendre le temps. Donc voilà, les vampires de Louis Feuillade. Dr Erwan. Alors moi, ça sera une BD, un classique de la BD que je suis en train de relire pour la énième fois. C'est le Dark Knight Returns de Frank Miller, qui pour moi est probablement un des meilleurs comics que j'ai jamais, même si je suis pas spécialiste, mais qui de tout ce que j'ai lu, un des meilleurs travaux de Frank Miller aussi. Voilà, un des meilleurs boulots de Frank Miller et une des meilleures histoires de Batman que moi j'ai jamais lu. Après, il faut lire aussi la suite, DK2 qui. Oui, il y a la suite ensuite. Qui est totalement folle, qui est encore plus expérimental sur le plan graphique, qui est peut-être un peu moins intéressant sur le plan narratif, quoique il y a des trucs vachement bien dedans aussi. Un peu plus extrême aussi dans son discours. Ouais, exactement. Ouais. Alors oui, après voilà, mais c'est justement c'est pour ça que c'est fascinant. Ouais, voilà, c'est de la bonne BD de droite intéressante. Voilà. Moi, ce sera deux choses assez différentes. J'ai revu cette semaine, parce que j'avais envie, les Blues Brothers de John Landis, que j'ai pas vu depuis longtemps, qui est toujours un chef-d'œuvre incroyable, un film parfait de bout en bout. Je pense que c'est le meilleur film de Landis. C'est un John Bellucci au sommet de son génie, donc c'est absolument formidable. Et sinon, c'est un film dont on parlera dans quelques semaines, un documentaire. Il n'en peut plus. Un documentaire sur Shane McGowan, Crock of Gold, A Few Pines with Shane McGowan, donc sur le chanteur du groupe irlando-anglais des Pogues des années 80 et 90. Est-ce qu'il a des dents? Il s'est fait faire toutes les dents en 2011. C'est mieux parce qu'il avait un vilain goulot pendant quelques années. Il avait un vilain goulot pendant quelques années. Et donc, c'est un film qui est sorti directement en ligne à la fin de l'année dernière, avec les sous-titres incrustés pour quand Shane McGowan parle, parce que même les Anglais n'arrivaient pas à le comprendre. Et donc, un film de Julien Temple, rétrospective de 2 heures sur sa carrière, mais on en parlera évidemment plus longuement dans les semaines
à venir. Merci, Julian messieurs. Temple, Ouais. Shane McGowan, putain, ça nous ramène bien dans les années 80 tout ça. Ah hein, oui, quand même, hein. ça nous rajeunit pas. Ça nous rajeunit point. Ouais. Donc on se retrouve la semaine prochaine, notamment pour parler de Sonotion et de cinéma italien. Merci messieurs, merci à Valentin pour la technique. Prochaine émission. À ciao, bonsoir. Salut. Salut.